l'Agence régionale de santé Bretagne et de nombreux autres partenaires, la DREETS, la MSA, la CARSAT, la RACT. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que vous voyez, ils sont très nombreux et vous retrouvez l'ensemble des logos sur cette première slide d'accueil. Voilà, mais en tout cas, nous tenons vraiment vivement à les remercier très chaleureusement également pour l'aide qu'ils nous ont apportée pour vraiment construire ce webinaire. Alors, je ne suis pas seule hein, pour ce webinaire. Vous l'avez remarqué quand vous êtes arrivé, quand vous êtes connecté. Il y a de nombreux intervenants. Donc, le docteur Kidler, qui est médecin du travail à Santé au travail en Cornouailles. Le docteur Nguyen Kim, qui est également médecin du travail à Santé et Prévention BTP 35. Madame Gélie Maxine, qui est assistante qualité, sécurité, environnement à l'entreprise Alurenet. Et puis, Madame Totaï Killer, qui est infirmière du travail à Mère Alliance, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais on aura le plaisir de l'entendre à travers une petite capsule vidéo. Alors, je suis également accompagnée de ma collègue, vous avez eu déjà l'occasion de l'entendre, hein, Nathalie Legargent, qui va vraiment s'occuper de toute la partie logistique du webinaire et notamment de la partie gestion de vos questions, puisque vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de ce webinaire et il y aura un temps dédié à la fin du webinaire où elle va recenser vos questions et elle nous soumettra quelques questions où les intervenants pourront y répondre. Alors, sachez également que le webinaire enfin, est enregistré. Donc, on remercie aussi l'Agence régionale de santé puisque dans les prochains jours, il sera hébergé sur leur chaîne YouTube. Donc, on vous transmettra un lien de connexion quand il sera disponible sur leur chaîne. Alors, pour des raisons, et ça Nathalie vous l'a dit aussi au démarrage, hein, vous êtes nombreux à vous connecter. Donc, pour des raisons de protection de la qualité du réseau, vos caméras ont été coupées et vos micros également, mais n'hésitez pas à réagir soit dans le chat, soit dans la conversation. Vous avez possibilité de faire des réactions. Alors, ce que l'on vous propose pour démarrer, c'est un petit quiz, enfin un quiz. On va vous soumettre plusieurs questions et donc vous allez avoir la possibilité d'y répondre dans le chat par oui ou par non. Nathalie va se charger de nous donner la tendance de vos réponses et ensuite les éléments de réponse seront apportés par les médecins. Alors, première question. La perte de contrôle suffit-elle à définir une addiction? Alors, n'hésitez pas, vous répondez dans le chat, soit par oui, soit par non, et puis Nathalie va nous dire un petit peu quelle est la tendance de vos réponses. Non, non. Pour le moment, c'est majoritairement des noms, et un petit oui s'est glissé. Alors, quelques réactions? Oui. Je pense que je vais intervenir. Je suis le docteur Nguyen Kim, je suis médecin du travail, donc avec une spécificité bâtiment dans le 35. Donc déjà, merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Donc par rapport à cette première question, la perte de contrôle suffit-elle à définir une addiction? Il y a un nom qui ressort et effectivement, c'est la bonne réponse. Donc la perte de contrôle, c'est un critère qui est effectivement important pour approcher l'addiction, mais ça ne suffit pas à définir l'addiction. Donc il faut savoir que médicalement, pour poser le diagnostic, on va se reposer sur différents critères qui ont évolué dans le temps. Dans les références utiles à connaître, il y a notamment les critères qui avaient été établis par un psychiatre américain, le docteur Aviel Goodman, en 90. Et puis aussi une autre référence en psychiatrie, c'est le DSM-5, un outil qui est aussi assez statistique. Donc pour comprendre un peu l'évolution, pour le poser le diagnostic d'addiction, on va chercher différents critères. Donc, historiquement, on avait d'abord commencé avec des critères qui étaient très centrés sur le produit, un peu pharmacologique si on veut, avec les notions de quantité et d'effet. Par exemple, quelqu'un qui présente des signes de tolérance à un produit, c'est-à-dire que s'il consomme toujours la même quantité, l'effet est moindre, et donc besoin d'augmenter la consommation pour obtenir le même effet, la tolérance, ça peut signer un signe d'addiction. Le syndrome de sevrage, le fait qu'on ait des signes lorsqu'on arrête de consommer, peut aussi signaler une addiction. Par contre, on s'est vite rendu compte que l'approche de l'addiction uniquement par le produit ne permettait pas de rendre compte de la réalité du terrain. Et donc, on est allé de plus en plus vers une approche comportementale. Il y a des critères aujourd'hui qu'on utilise qui sont vraiment basés sur le comportement. Par exemple, dans les critères de Goodman, la base du diagnostic,
Ça va être le fait que la personne n'arrive pas à arrêter sa consommation, son comportement addictif, que la personne puisse ressentir une tension tant qu'elle n'a pas accompli l'action sur laquelle porte son addiction, le fait que cette tension se relâche ou qu'il y ait du plaisir à accomplir cette action, le fait de ressentir une irritabilité lorsqu'on ne peut pas accomplir cette action. Il y a d'autres éléments comportementaux qui vont nous intéresser, hein. Par exemple, le sentiment de perte de contrôle quand on consomme, la sensation très forte de vouloir consommer, le craving. Et puis surtout, maintenant, on s'intéresse beaucoup à des critères qui, en fait, vont évaluer les conséquences, malheureusement néfastes, du comportement addictif. Ça va être, par exemple, l'incapacité à remplir des tâches importantes. Le fait que le temps investi dans le comportement addictif se fasse aux dépens de toutes les activités autres que l'on peut avoir dans la vie. Et puis évidemment, le fait qu'il y ait des conséquences négatives sur le plan personnel, familial, social, professionnel, médical, même lorsqu'on a conscience du lien entre le comportement et ses conséquences néfastes, malheureusement, certains vont continuer à consommer. Et puis, évidemment, les problèmes de consommation malgré la situation dangereuse. Quelqu'un, par exemple, une femme enceinte, quelqu'un qui est sous traitement, quelqu'un qui va prendre le volant et qui consomme, à connaissance du danger, consomme quand même, c'est des signaux très forts. Et le diagnostic, il va se baser finalement sur l'ensemble de tous ces critères. S'il y a suffisamment de critères, et qu'en plus, malheureusement, il y a une dimension temporelle, une durée dans le temps, et bien là, malheureusement, on va devoir parler d'addiction. Et finalement, aujourd'hui, on parle de comportement addictif, que l'objet de l'addiction soit un produit ou pas, ça peut quand même rentrer dans le grand cadre de l'addiction. Et puis d'ailleurs, ça va introduire la question suivante, puisqu'on va parler d'un sujet où, pour le coup, il n'y a pas de produit impliqué dans l'addiction. Merci, docteur. Alors justement, on va passer à la deuxième question. Peut-on parler d'addiction aux écrans? Donc pareil, quelques instants pour répondre dans le chat. Alors, nous avons des premiers oui. Oui, oui, oui. 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 Merci pour vos réponses. Oui. Non. Docteur Nguyen Kim, la tendance est clairement au oui. La tendance est au oui, et c'était un petit peu un piège qu'on vous proposait. Parce qu'effectivement, après ce que je viens de vous dire sur les critères de l'addiction, le fait que finalement il y ait produit ou pas et pas tellement ce qui compte, on aurait très envie de parler d'addiction aux écrans. Cela étant, dans le monde médical actuel, la seule addiction qui soit vraiment reconnue, c'est l'addiction aux jeux vidéo, qui a été reconnue par l'OMS et qui a été intégrée à la CIM-10, la classification internationale des maladies. Donc ça recouvre tout ce qui va être jeux vidéo, comme on peut l'imaginer comme ça, mais également tous les jeux d'argent en ligne. Pourquoi cette limitée-là? C'est pas moi qui ai pris cette décision, mais en tout cas, voilà, stricto sensu, on ne parle pas dans le monde médical d'addiction aux écrans. Maintenant, la réalité, hein, c'est que quelqu'un qui a une consommation d'écran, qui coche tous les critères qu'on a évoqués juste avant et qui cherche de l'aide, il en trouvera. Il faudra qu'on l'accompagne. Et heureusement, aujourd'hui, en France, il y a des moyens pour ça. Sur la consommation, enfin, juste une petite remarque en passant, hein, sur tout ce qui est jeu, ce qui est quand même intéressant à regarder quand on soulève la question, c'est que derrière tout ce qui va être jeux vidéo et jeux d'argent en ligne, il y a des mécaniques très très rodées, hein. C'est-à-dire que derrière, il y a toute une industrie qui a besoin de joueurs, hein. Il y a un enjeu financier. Ils connaissent très très bien, ça a été modélisé depuis longtemps dans les casinos par exemple, comment on peut stimuler les circuits de la récompense, ce qui est très central dans le mécanisme de l'addiction. Ils connaissent leur affaire. Par rapport à la consommation d'écran, la consommation d'Internet, ce qui peut être intéressant pour faire le point, moi je vous le recommande, vous trouverez facilement sur le site de Addicted un test qui s'appelle IAT, qui permet un peu de faire le point sur les consommations, est-ce que la consommation est problématique ou pas. Maintenant, moi, mon expérience en tant que médecin du travail, c'est que j'ai pu être sollicité sur des questions type addiction aux écrans, addiction au téléphone portable. Je ne peux pas éliminer le fait qu'il y ait eu des vraies problématiques médicales derrière, avec des gens qui malheureusement cocheraient toutes les cases de l'addiction qu'on a évoquées. Par contre, avant de médicaliser les choses, ne pas oublier que des fois la problématique, elle relève souvent des règles en entreprise et du vivre ensemble. Je ne vais pas ouvrir tout le débat sur la nouvelle génération qui arrive dans le monde du travail aujourd'hui, qui n'a pas les mêmes valeurs, pas les mêmes attentes. Mais attention à ne pas surmédicaliser des questions qui sont aussi des questions sociétales où l'enjeu n'est pas forcément médical. Cela étant, hein, j'insiste, je n'élimine pas la problématique médicale d'une consommation non contrôlée qui aurait des conséquences négatives
sur la vie d'une personne. Merci. Alors, on passe à la troisième question. Les horaires atypiques et les horaires de nuit peuvent-ils être considérés comme des facteurs de risque des conduites addictives? Donc maintenant, vous connaissez bien le principe. Quelques instants pour y répondre dans le chat. Et Nathalie va nous donner la tendance. Nous avons un premier non. Et oui. Oui, non. Non, oui. C'est Oui, mitigé. oui. Donc là, non. Donc là, on va dire que c'est plutôt partagé. Peut être favorisant. Un petit non. La réponse, peut-être, du docteur Estelle Kidler? Un oui, un non. Je pense qu'on peut enchaîner. Sylvie, on peut enchaîner, je pense. Oui, docteur Kidler? J'ai l'impression que son écran est bloqué. Docteur Kidler. Ah. Je vais me permettre de prendre le relais pour qu'on garde le rythme. Oui, merci beaucoup. Donc, la réponse est oui. C'est les horaires atypiques, les horaires de nuit, malheureusement, sont connus comme des facteurs de risque qui peuvent favoriser les comportements addictifs. Donc, en fait, ça fait longtemps qu'on connaît des liens entre le monde du travail et les comportements addictifs. En France, par exemple, il y avait la très belle cohorte Gazelle en 1994, il y avait aussi l'expertise collective de l'INSERM en 2003, et il y a un certain nombre de facteurs qui ont pu être identifiés. Et donc, ces facteurs, c'est notamment tout ce qui touche à la pénibilité. Les travaux physiquement pénibles, malheureusement, sont des facteurs de risque de comportement addictif. Tout ce qui va être travail en plein air, être exposé aux conditions climatiques difficiles. Il y a aussi l'exigence des postes de sécurité. Là, on est bien embêté parce que c'est typiquement les postes où on aimerait éviter qu'il y ait des comportements addictifs. Mais malheureusement, les exigences de ces postes semblent être des facteurs de risque. Il y a également tout ce qui va toucher à la culture d'entreprise, le fait comment on va gérer, cadrer les repas d'affaires, les pots d'entreprise. Et puis, effectivement, le rythme de travail posté, travail de nuit, ce sont des facteurs de risque reconnus. Et puis enfin, il y a la très très grande case de tous les risques psychosociaux, que ce soit sur le versant du stress, de l'ennui, de la peur. Malheureusement, lorsque les conditions de travail sont défavorables et que ce type de risques apparaissent, on sait que ce sont des facteurs de risque pour les comportements addictifs. Alors, ce qui est très important à garder en tête, c'est que là, on a parlé du verre à moitié vide, facteur de risque. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on lutte contre ces facteurs de risque, on peut créer des facteurs protecteurs. Ça marche dans les deux sens. Par exemple, sur tout ce qui est travail physiquement pénible, une entreprise qui est capable de mettre en œuvre une vraie politique de prévention contre les troubles musculo-squelettiques, ou de la même manière contre les risques psychosociaux, on va créer des remparts, on va créer des cadres qui peuvent protéger les comportements addictifs en entreprise. Très bien. Merci, docteur Nguyen Kim. Le docteur Estelle Kidler nous a rejoint et nous demande donc d'activer micro, caméra. Je la cherche dans la liste. Voilà, c'est bon, je vous ai trouvé. Autoriser le micro, autoriser la caméra. Bienvenue à nouveau parmi nous, docteur Kidler. Oui. C'est bon? Oui, excusez-moi, il y a un problème de connexion. Je n'ai pas fait exprès, c'était juste à moi d'intervenir, mais ce n'est pas voulu. Ok, donc on va enchaîner, Sylvie, sur... On va faire la dernière question. Ouais. Alors, dernière question. La mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise est-elle une des clés de réussite de la mise en œuvre d'une démarche globale de prévention des conduites addictives? Donc, toujours pareil, quelques instants pour y répondre dans le chat. Nous avons des oui, des oui, des oui, des oui. Beaucoup de oui. OK. Beaucoup de oui. Donc, c'est vraiment la tendance. C'est au oui. Ok, du coup, je vais répondre. Docteur Kidler, allez-y. La place pour la question précédente. Je suis désolée encore pour ce problème technique. Je suis médecin, moi, du travail dans le service santé au travail de Cornouailles, donc qui fait le suivi médical des salariés du secteur privé, sauf le bâtiment pour ma part. Du coup, effectivement, vous avez raison pour cette question-là. La prévention des conduites addictives requiert une approche pluridisciplinaire,
on a vu que les conséquences des conduites addictives étaient d'abord médicales, mais aussi professionnelles et aussi personnelles. Donc, c'est pourquoi le dialogue social et le travail en équipe est essentiel pour prendre. D'accord. Merci Dr Kidler, merci Dr Nguyen Kim pour avoir répondu à ces questions, pour ces éléments de réponse. Alors à présent, nous allons passer aux témoignages d'entreprise, donc aux deux entreprises, Mère Alliance et Alurenet. Donc je tiens encore à remercier Madame Totaille et puis Madame Gély pour avoir accepté de partager leur expérience. Et nous allons démarrer par le témoignage donc, de Madame Totaille à travers la diffusion effectivement de sa capsule vidéo puisqu'elle ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Madame Totaille et merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. En quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'entreprise pour laquelle vous travaillez? Bonjour, donc je m'appelle Claire. Je suis infirmière d'entreprise pour Mère Alliance depuis plus d'un an. Donc, je suis arrivée en mars 2022. Donc, Mère Alliance produit principalement des produits de la mer, donc saumon fumé, poisson sauvage également, du hareng et autres. On travaille aussi la marque Petit Navire. Donc, Mère Alliance est divisée sur deux sites, donc Quimper pour la production et Landivisio pour l'expédition auprès de nos clients. À présent, pouvez-vous nous expliquer quelle était l'origine de votre démarche et puis nous présenter concrètement les différentes étapes de celle-ci? Alors, la démarche a tout d'abord été initiée, hein, suite à plusieurs situations, on va dire à risque au travail. Pour, précision, Mère Alliance sur Quimper, on est à peu près, entre 300 et 400 salariés en haute saison et donc on peut rencontrer plusieurs situations. On a un public qui est quand même assez polyvalent, culturel aussi. Donc ces situations à risque sont principalement remontées par les managers, les responsables et à l'époque donc cette procédure et plutôt cette démarche-là a commencé courant 2019. Hem, C'était de pouvoir poser un cadre, pour, justement arriver à gérer, maîtriser et connaître un petit peu les conduites à tenir face à des situations de comportement inhabituels. Donc il y a déjà des absentéismes. On sait que nos horaires de travail, c'est aussi du 3-8, donc plus compliqué la nuit pour gérer également. Donc il était essentiel et puis important d'appliquer, ce genre de procédure en lien et en collaboration avec, la médecine du travail avec, docteur Kidler qui est rattaché sur notre site qui travaille pour notre site de Quimper, principalement. Donc ce protocole, concrètement, comment il se passe? C'est on constate une personne avec un comportement inhabituel, donc on va le retirer de son poste de travail, on va l'isoler, on va essayer de voilà, de lui expliquer aussi les choses, hein et c'est à lui de choisir un référent parmi la liste qui est présente sur ce protocole. Donc ces référents-là, ça peut être un manager, responsable, un membre du CSE et lors de cette évaluation, on va rechercher déjà des premiers signes qui ne sont qui écartent en fait la possibilité d'un AVC ou d'autres, maladies qui auraient pu être vitales. Une fois ces symptômes-là écartés, ben, on va proposer avec accord, du salarié un alcotest. Donc, qu'il refuse ou qu'il, sera tout à fait, d'accord de le réaliser, mais dans tous les cas, à l'issue, il y aura un avis médical qui sera à prendre auprès du 15. Donc cet avis médical, en fait, il est important pour pouvoir, orienter, en fait, la personne soit un retour à domicile accompagné par un proche ou un taxi qui est pris en charge par l'employeur, soit, orienté vers l'hôpital Laennec, donc par les secours. Donc ça peut être les pompiers ou les gendarmes s'il y a agressivité et violence et une fois là-bas, ce sera du coup une prise en charge hospitalière qui s'ensuit. Donc à l'issue de ce protocole, généralement, il y a une fiche de constat qui est rédigée, donc avec les résultats de l'alcotest, une fiche d'analyse des situations dangereuses aussi. Donc ces 2 fiches peuvent être transmises à la médecine du travail, donc à docteur Kidler pour, déclencher un suivi, régulier,
à la suite et au retour du salarié qui sera également vu par les ressources humaines. Merci. Aujourd'hui, vous en êtes où de votre démarche? Et puis avec un petit peu de recul, quels sont les effets que vous avez pu constater depuis la mise en œuvre justement de votre démarche? Donc aujourd'hui, ce sont des situations qui sont beaucoup moins fréquentes. J'en ai pas vu depuis que je suis à poste sur Mère Alliance. Cependant, on n'est pas à l'abri que ça revienne. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ressent, plutôt de la réassurance auprès des managers, des responsables. On sent qu'ils sont beaucoup plus à l'aise aussi face à ces situations-là. Ils hésitent pas en tout cas à remonter en fait, tout comportement inhabituel parce que c'est quand même eux qui sont sur le terrain en première ligne, qui connaissent au mieux, leurs équipes. Donc dès qu'il y a quelque chose de pas normal en fait, ils n'hésitent pas à nous remonter l'information pour, pouvoir déclencher un accompagnement, le plus tôt possible, en tout cas. Donc, il y a déjà cet aspect-là et l'autre aspect, c'est aussi de pouvoir, mettre à jour un petit peu cette procédure puisque les référents, il y en a, qui sont encore en poste, mais il y en a d'autres qui ne font plus partie des effectifs, donc il faudra qu'on en trouve d'autres et aussi de proposer à nouveau un accompagnement, une formation, sensibilisation auprès de ces référents-là pour peut-être, remettre à jour un petit peu leurs connaissances. En parlant de connaissances, on fait également en entreprise, donc c'est ce qu'on appelle un plan santé annuel. Dans ce plan santé annuel, on a des thématiques de sensibilisation. Là, cette année, sur la semaine santé sécurité, on a fait une, sensibilisation sur les addictions en général, donc ça peut être cannabis, alcool et tabac en même temps. Donc on a pu mettre en place, en fait, un petit parcours de simulation avec les lunettes, que Dr Killer m'a gentiment, prêtées, pour cette semaine-là. Et ensuite, on a également le mois sans tabac qui revient de nouveau donc cette année, qui a été fait déjà sur les années précédentes. Mais voilà, cette année, on va essayer de la remettre en place, en partant sur des jeux un peu plus ludiques, viser les jeunes parce que voilà, c'est de là que ça commence donc il faut sensibiliser, le plus tôt pour limiter les risques, on va dire, par la suite. Très bien. Ouais. Merci, madame, pour votre participation et puis pour toutes, ces explications. Merci pour votre invitation. Voilà, donc là, vous avez, vu le témoignage donc de madame Totaille, de Mère Alliance. Docteur Kidler, est-ce que vous souhaitez, apporter des éléments complémentaires puisque c'est une entreprise que vous suivez, que vous accompagnez également? Alors le docteur Kidler me signale, qu'elle n'a pas de caméra ni de micro. Pourtant moi j'ai activé caméra et micro. Est-ce que de votre côté, vous pouvez activer votre caméra et votre micro, docteur Kidler? C'est peut-être de chez vous que ça vient, Bon. Pour moi, le micro est activé et la caméra aussi. Bon, nous nous excusons pour ce problème technique. Le docteur Kidler ne pourra pas Intervenir intervenir? apparemment. Non? Non. Bon, Bon, on va on va poursuivre. essayer de régler ça d'ici les questions. En fait, on va Ouais, poursuivre, ouais. très bien. Excusez-nous, hein, pour ce contretemps. On va poursuivre alors avec le témoignage donc de madame Gélie Dalurinet, qui va nous faire part oui, également de l'expérience, hein, qui est mise en place, enfin de l'expérience, de sa démarche qui est mise en place, à Alurinet. Madame Gélie? Oui, donc bonjour tout le monde. Donc je suis, Maxine Gély et je suis, assistante, qualité, sécurité, environnement, dans l'entreprise Alurinet. Donc du coup, je vais commencer, par vous présenter rapidement, l'entreprise. Donc nous réalisons, les études, la fabrication et la pose de menuiseries extérieures pour des chantiers neufs ou de rénovation, principalement dans les secteurs de l'industrie, du tertiaire et des équipements publics. Le siège de l'entreprise à Lurenay est basé à la Chapelle des Fougerets, donc au nord de Rennes.
Et nous avons des chantiers dans toute la Bretagne, dans les Pays de la Loire et également en région parisienne. Le groupe compte 110 collaborateurs et donc nous sommes le spécialiste des murs rideaux et des vitrages extérieurs collés et agrafés. Le PDG de l'entreprise est Monsieur Gérald Galen. Donc du coup, nous avons le site d'Aluréné à la Chapelle-des-Fougerets qui a été créé en 1980 et qui compte 80 salariés. Et on a également un autre site qui s'appelle Alu Océan qui a été créé en 2008 et qui est basé dans le Morbihan à côté de Vannes. Et ce site-là compte 30 salariés. Donc nous avons des postes à risque dans l'entreprise comme par exemple l'utilisation des machines dangereuses ou le port de charges lourdes. Donc maintenant, je vais vous expliquer la situation initiale. Donc lors d'un CSE, certains membres ont alerté la direction sur des problèmes d'alcool, la consommation de cannabis et aussi l'usage excessif du téléphone portable personnel dans l'atelier. La direction a pris le sujet très au sérieux et a cherché à aider ses collaborateurs donc à ne pas subir les addictions. La médecine du travail, donc, qui est toujours présente lors des réunions CSE, a suggéré à la direction de l'aider sur le sujet des addictions. Donc la médecine du travail était au courant des dossiers médicaux dans l'entreprise relatifs au sujet des addictions. La direction a alors pensé qu'il serait judicieux de travailler sur le sujet, donc en concertation avec l'ensemble des salariés. Du coup, je vais vous décrire les différentes étapes de la démarche. Donc, la médecine du travail, donc Monsieur Nguyen Kim nous a proposé de sensibiliser les salariés de l'entreprise. Donc, un groupe addiction a été créé pour réfléchir à la façon de traiter le sujet et donc les modalités de ces sessions de sensibilisation proposées par la médecine du travail. Donc, au cours de l'année 2022, 5 sessions ont été mises en place qui se sont déroulées de juin à décembre. Chaque groupe était composé d'environ 15 personnes et nous avons décidé de faire des groupes où tous les métiers étaient mélangés, donc que ce soit l'atelier, les chantiers ou les personnes des bureaux. Donc les sessions de sensibilisation abordaient les thèmes de l'alcool, du cannabis et du téléphone portable et duraient environ 1h30. La présentation abordait la réglementation de l'usage de l'alcool et du cannabis. Donc, elle rappelait le règlement intérieur de l'entreprise, donc c'est-à-dire l'interdiction de consommer de l'alcool et du cannabis sur le lieu et pendant le temps de travail. Il y avait aussi un rappel des consignes de sécurité, donc interdiction d'utiliser le téléphone portable dans l'atelier, donc car il y a des machines dangereuses, donc pour éviter que l'attention des opérateurs soit tournée vers leur téléphone et non vers les machines. Des autoquestionnaires ont été présentés par la médecine du travail, donc afin de savoir si nous avons un comportement addictif ou non à l'alcool et au cannabis. Et la médecine du travail nous a aussi présenté la conduite à tenir en cas de trouble du comportement d'un collègue. Donc du coup, je vais terminer avec les effets et les perspectives à long terme de cette démarche. Donc nous avons eu très peu de retours concrets de la part des participants. On espère que ces sessions ont provoqué une prise de conscience et que cela a permis de rendre le sujet moins tabou pour que les employés puissent en parler entre eux et également que les responsables de services d'atelier et de chantier alertent la direction donc en cas de suspicion d'addiction.
Ces sessions de sensibilisation nous ont permis de nous rendre compte de certaines actions à mener dans le futur. Donc, comme par exemple le fait de formaliser des écrits pour la conduite à tenir, donc si un collègue a des troubles du comportement, et de communiquer sur cette procédure. Et aussi une autre action, de faire des sessions de sensibilisation auprès des collaborateurs des autres filiales et des autres sites. Voilà. Merci, Madame Gély. Docteur Nguyen Kim, vous êtes intervenu également dans le cadre de cette démarche. Est-ce que vous souhaitez apporter des compléments? Oui, tout à fait. Alors déjà, voilà, moi je voulais souligner un peu le contexte de cette intervention. On parle d'une entreprise qui a une solide culture de la prévention, avec vraiment des valeurs partagées aussi bien par les collaborateurs de terrain que par la direction. C'est-à-dire qu'ils ont la chance d'avoir un CSE qui est très dynamique, où les représentants du personnel peuvent remonter les problèmes pour que ce soit discuté, et ils ont toujours eu la culture dans cette entreprise de s'appuyer sur les leviers externes, que ce soit nous, le service de santé au travail, mais également les préventeurs, notamment spécifiques du bâtiment, comme le PPBTP. Et donc, dans cette démarche, moi, ce que je souligne de très positif, c'est que voilà, on est vraiment parti d'un constat de terrain. À l'atelier, les compagnons se posaient des questions sur le téléphone, quel danger. Sur les chantiers, l'inquiétude touchait plus les drogues, alcool ou cannabis. Et c'est une vraie construction du CSE. Et donc, moi, j'ai pu être mis dans la boucle très rapidement. Et on a pu monter du coup ensemble, voilà, un petit groupe de travail avec l'arrière-pensée. Il faut parler à tout le monde, tous les métiers, mais aussi tous les niveaux hiérarchiques pour créer un discours commun qui soit pertinent et légitime. Et donc on est parti notamment sur les sessions de sensibilisation. Et donc là, j'ai pu faire intervenir mon équipe. On est venu avec mon infirmière. Dans les points, autres points positifs que je voudrais souligner, c'est qu'on était vraiment dans une approche à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que la gestion des cas particuliers, on savait déjà faire. C'est une direction qui est très attentive à l'état de santé de ses salariés. Quand malheureusement on repérait des situations problématiques, on avait toujours su communiquer, mais la question se pose de monter d'un cran la formalisation. Mais je pense que c'est important que ça passe aussi par un discours collectif pour que les salariés comprennent mieux et ne soient pas dans la peur du gendarme, alors que ça n'a jamais été l'intention de cette entreprise. Au contraire. Nous, dans le 35, aujourd'hui, ce qu'on a de plus précieux, c'est la main-d'œuvre qualifiée. On fait tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir la conserver. Sur la sensibilisation de l'ensemble des salariés, si c'était à refaire, il y a quand même des points qui auraient pu être améliorés. Je pense qu'avec mon équipe, on est peut-être parti sur un format un peu long, 1h30, un peu technique, scientifique, théorique. Et l'un des écueils de ce genre de formation, c'est que voilà, on est sur un public, les garder 1h30 assis, c'est pas très agréable pour eux. Et ma crainte aussi, c'est que voilà, il y a des tests très amusants avec les lunettes, mais j'ai un peu peur que des fois ils retiennent que ça, et pas tout le discours qu'on veut avoir autour, justement pour lever le tabou de je constate une situation qui est problématique, avec qui je peux en parler, qu'est-ce que je peux faire. Parce que le vrai enjeu, il est là, hein, quel que soit notre niveau hiérarchique, qu'on soit le collègue de quelqu'un, qu'on soit son chef, quand il se passe quelque chose, est-ce qu'on va oser se sentir légitime à intervenir? Et c'est vraiment ce tabou qui est essentiel à lever si on veut avancer. Comme l'a dit Madame Gély, on a manqué de retour. J'ai regretté de ne pas avoir eu le réflexe de faire des questionnaires de satisfaction pour que les collaborateurs puissent me dire clairement quels sujets les avaient plus intéressés, quels sujets ils auraient aimé voir approfondis. Un autre élément que j'aurais pu faire différemment, c'est faire appel à un patient expert. Il y a des gens qui relèvent d'associations qui ont vécu, vivent l'addiction et sont prêts à en témoigner en entreprise. Et c'est une très bonne approche justement pour lever le tabou, pour que la parole puisse être libérée. Et moi, ce que j'ai pu constater à travers les 5 sessions qu'on a organisées, c'est que les sessions où on échangeait le plus, le mieux, c'était les sessions où des membres du CSE étaient présents, ceux qui avaient porté l'action depuis le début, parce que justement, comme on avait tout préparé avant, ils n'hésitaient pas à intervenir, et le fait qu'ils parlent, et le fait qu'ils soient très intégrés au collectif, ils sont représentants du personnel, ça libérait la parole des autres, et c'était quelque chose de très positif. Très bien, merci. Alors, suite à ces deux témoignages, on se rend compte en fait qu'il peut y avoir plusieurs portes d'entrée hein, pour intervenir sur la prévention des conduites addictives. Alors, soit on commence par la gestion des situations de crise,
comme dans le témoignage un petit peu de Madame Totaille, et puis ensuite on poursuit par la mise en place d'actions de collectif, ou alors on peut démarrer directement par des actions de collectif, et on l'a vu par exemple comme la mise en place de sensibilisation à travers le témoignage de Madame Gély. Quoi qu'il en soit, et ça c'est essentiel, il ne faut pas se limiter, et je pense que Dr Nguyen Kim a également évoqué ça, c'est important de ne pas se limiter à la seule mise en place de procédures pour gérer les situations de crise. Dans l'idéal, quand on souhaite mettre en place une démarche de prévention, qu'elle soit globale et collective, on va s'appuyer et elle va prendre en compte trois approches. Une approche qui va plutôt être sur la partie prévention, sensibilisation, promotion de la santé, et qui va s'adresser vraiment à tous les acteurs de l'entreprise. Cette approche-là va contribuer entre autres, à faire évoluer les représentations, à faire en sorte de lever le tabou. On l'a vu, ce sont des sujets qui sont pas évidents, à faire en sorte qu'on puisse en parler aussi dans les entreprises, et puis à identifier des lieux ressources, des structures ressources. Une autre approche qui est également importante, ça va être une approche qui sera plus managériale, réglementaire, qui va permettre notamment de former, on en a parlé un petit peu, de former par exemple les managers pour utiliser les outils qui seront construits en interne et qui seront le plus adaptés possible à l'entreprise. Mais cette approche-là permettra aussi, par exemple, d'interroger les conditions de travail, les aspects réglementaires, d'évaluer, d'anticiper les risques en lien avec les conduites addictives. Et puis, une dernière approche qui est aussi importante, c'est une approche plus sur le volet accompagnement et aide, qui, elle, sera vraiment centrée sur les personnes qui sont en difficulté avec leur consommation, avec leur comportement. Donc, voilà, quand on met en place, en tout cas, quand on souhaite mettre en place une démarche globale et collective de prévention, on va faire en sorte vraiment de s'attacher à ces trois volets, en tout cas, ces trois approches. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait en résumé retirer et en tout cas dire par rapport au témoignage. Alors, à présent, ce qu'on souhaitait un petit peu vous présenter, ce sont les rencontres départementales qui vont se mettre en place dans les 4 départements à partir du mois d'octobre. Ce sont des rencontres où vous allez pouvoir identifier les acteurs locaux, les structures locales qui pourront vous aider à mettre justement en place des plans de prévention, des démarches de prévention. Et également, vous allez pouvoir échanger avec les structures pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc, ces rencontres départementales auront lieu à partir du mois d'octobre. La première rencontre aura lieu donc, dans le Morbihan le jeudi 5 octobre 2023 au Palais des Congrès de Lorient. La deuxième se passera dans le Finistère le mardi 17 octobre 2023 au Centre des Congrès de Mescoat à Landerneau. Ensuite, la troisième rencontre, ce sera pour l'Ille-et-Vilaine le jeudi 12 octobre 2023 à la Chambre des commerces et de l'industrie de Rennes, et on terminera par les Côtes d'Armor le jeudi 9 novembre 2023 à la CCI de Saint-Brieuc. Ce sont des rencontres qui auront toujours lieu en après-midi de 14h à 17h avec un café d'accueil à partir de 13h30. Les places sont limitées à 50. Donc c'est vrai que voilà, l'idée c'est que très rapidement vous allez recevoir une communication comme pour le webinaire, et on va vous inviter à vous inscrire à la rencontre départementale qui vous intéresse. Le programme de ces rencontres, donc il y aura plusieurs temps. Il y aura un premier temps de présentation générale sur les conduites addictives en milieu professionnel, qui sera suivi d'une présentation des différentes modalités d'accompagnement possibles face à des situations rencontrées, avec des illustrations concrètes par les structures qui vont vous présenter concrètement comment elles accompagnent quand elles interviennent en entreprise, par exemple, ce qui va vous donner une idée de comment elles interviennent et vers qui vous allez pouvoir vous orienter. Ensuite, une présentation d'une cartographie des structures et des ressources de proximité. Et enfin, vous voyez, il y aura vraiment un espace forum pour vous permettre d'aller échanger au plus près avec les ressources locales, prendre des contacts, poser vos questions. Donc voilà, il y aura vraiment cet espace forum pour vraiment rencontrer les structures, les partenaires locaux. Alors, à présent, on va passer à vos questions. Nathalie, est-ce que tu as eu le temps de recenser un petit peu les différentes questions qui ont pu... Il y a déjà eu des questions qui vont
qu'on peut présenter en attendant que les personnes puissent en poser d'autres dans le chat. Donc on avait une première question d'Isabelle Renoux qui nous explique que dans le cadre d'une enquête d'un accident du travail mortel, la victime était apparemment sous l'emprise de stupéfiants. Donc elle est très intéressée par des problématiques liées à cette question-là. Donc c'était plutôt une information que madame nous transmettait. On a une autre question qui portait sur l'addiction aux écrans est-elle liée à une perte de qualité de sommeil? Je ne sais pas si le docteur Kidler ou docteur Emily Henkin, vous souhaitez réagir? Alors, par rapport au témoignage de Madame Swatter, là où nous, côté médecin, on va toujours prendre des pincettes, c'est que ce qui est toujours très difficile, c'est faire la part des choses entre j'ai consommé, je suis sous l'emprise, je suis addict. C'est-à-dire que quand on regarde comment fonctionnent les tests de dépistage, je prends un exemple concret, un cannabis dans les urines, on peut remonter quasiment à 1 mois. Donc on peut très bien se retrouver dans la situation de quelqu'un qui a un accident. Sur un test urinaire, il va être positif. Par contre, sur le plan purement pharmacodynamique, est-ce qu'il était sous l'emprise? Est-ce qu'il y a eu une diminution des réflexes? Est-ce que son accident est en lien avec la consommation? C'est un petit peu plus dur de répondre. Selon le type de test qu'on fait, on ne va pas pouvoir tirer les mêmes éléments. Maintenant, ce qui est certain, c'est que toutes les substances psychoactives, par définition, vont jouer sur nos capacités cognitives, nos réflexes, nos prises de décision, notre capacité à interpréter notre environnement. Et dans tous les métiers où on va retrouver des risques, que ce soit travaux hauteurs, le risque électrique, les manutentions, les risques pour les autres autour de notre poste de travail, tout ce qui diminue notre attention, nos réflexes, augmente nécessairement le risque d'accident. Et là, on est dans la prise de risque, d'où l'importance de l'information. Moi, je suis face à des populations jeunes, par exemple, qui n'ont pas forcément conscience du fait que la consommation de cannabis, même si elle induit moins de prise de risque que la consommation d'alcool, a par contre un effet sur les réflexes beaucoup plus long dans le temps. Et il y a souvent une méconnaissance des risques chez des gens qui consomment sans pour autant être en situation d'addiction. Et après, il y a plein de situations où c'est compliqué de faire le lien. À part pour les accidents les plus graves, on n'aura pas systématiquement toutes les données, quoi. Mais c'est très important dans l'entreprise, si on veut porter une politique de prévention, c'est identifier les postes à risque sur lesquels il faut intervenir en priorité, identifier les facteurs de risque sur lesquels on peut agir pour diminuer les facteurs de risque d'addiction. Bien. Une autre question sur les addictions aux écrans et le lien avec la perte du sommeil, de la qualité du sommeil. Si je peux me permettre, je vais enchaîner. C'est une question qui est vaste, mais le problème qui va se poser, c'est que le rapport cause-conséquence peut aller dans les deux sens. Il faut savoir que la consommation d'écran à cause des lumières bleues vont stimuler l'éveil. Donc c'est pour ça que pour les gens qui ont des troubles du sommeil, dans les recommandations classiques, c'est arrêter tous les écrans 2 heures avant de se mettre au dodo pour que le cerveau puisse commencer à se mettre en pause. Maintenant, on peut imaginer le problème qui partirait dans l'autre sens. Quelqu'un qui souffre d'insomnie, qui n'arrive pas à s'endormir, qui tourne en rond, qui ne sait pas comment gérer son anxiété, effectivement, ça peut augmenter ses consommations d'écran, quoi. Et ça peut vite être le cercle vicieux. Donc des liens, on en connaît effectivement entre les deux. OK, il y avait aussi une question sur l'accès au protocole. Ça, on a été amené à parler de protocoles de prévention tout à l'heure. C'est vrai que l'accès à ces protocoles peut se faire dans le cadre d'une démarche plus approfondie avec l'entreprise concernée. Il faudrait qu'on y revienne dans le cadre d'un lien avec la structure. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez une réponse complémentaire Je à ne sais pas apporter. si j'ose plus trop intervenir puisque moi, comme j'étais un peu coupée, je m'excuse. J'espère que gérerai mieux les coïts addictifs que les problèmes informatiques. Mais bon, j'ai dû changer d'ordinateur. Les protocoles, effectivement, je ne sais pas comment on pourrait transmettre parce qu'effectivement, il y a une trame. Après, dans chaque entreprise, dans le bâtiment ou dans le secteur privé, il y a des contextes différents. Donc, il faut personnaliser. Et puis, comme l'a dit en tout cas moi, infirmière d'entreprise, après, il y a des personnes référentes à choisir. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'on peut donner une trame, on pourrait transmettre, je ne sais pas, par mail, je ne sais pas comment on pourrait. Et puis après, effectivement, c'est un échange à avoir avec tous les acteurs de l'entreprise pour que ce soit
le plus réalisable possible selon les conditions et puis le contexte qui est présent. Je ne sais pas si c'était la question. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Kidler. Du coup, je me permets d'en remettre une petite couche. Des protocoles de ce type, on en trouve en cherchant sur Internet. Il y a différentes structures qui en proposent. Mais vraiment, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est rapprochez-vous de votre service de santé. Il faut que ce soit du sur-mesure, il faut que ce soit dans la discussion. La gestion des troubles du comportement, c'est important, on n'y échappera pas. Il y aura des situations à gérer. Mais si on veut être logique, pertinent, efficace, il faut penser au avant, comment on diminue le risque, quels sont les leviers qu'on a en entreprise pour limiter le risque. Et puis, il faut penser à la gestion du après. Parce que sinon, le risque, c'est que pour vos salariés, on va juste activer la peur du gendarme. Si on n'a pas un discours avant, si on n'a pas un accompagnement après, on ne va pas lever la difficulté à signaler les problèmes. Donc vraiment très important, tournez-vous vers vos services de santé au travail. Ça fait partie de nos missions réglementaires, la lutte contre les addictions. On est tous équipés, mais par contre, c'est un travail de fond. Je suis d'accord avec mon confrère, c'est vrai que la prise en charge de ce type de situation, c'est sur du long terme. Pour moi, l'intérêt des procédures, c'est que lorsqu'il y arrive ce type d'incident, de situation inhabituelle, il y a forcément un stress, une angoisse, enfin voilà. Et plus les choses sont écrites et claires, plus les personnes qui sont concernées seront rassurées et du coup, plus la prise en charge sera bénéfique. Donc, c'est vrai que quand les choses, des fois, c'est un peu... il faut vraiment tout écrire, mais au moins quand la situation arrive, il n'y a pas de questions qui se posent. Quand je pose déjà pas mal de questions, alors si on ne pouvait pas en rajouter pour savoir qui doit faire quoi, et c'est vrai que ça rassure beaucoup les personnes qui ont pu être confrontées à ce type de situation inhabituelle. Comme je vois, il y a une question. Nous avons une nouvelle question. Comment Oui. coordonner une politique de prévention des pratiques addictives et une politique de sanction en cas de non-respect du règlement intérieur? Quels conseils, quels témoignages? Dans un premier temps, effectivement, je pense que nous sommes tous dans la prévention, parce que voilà, accompagner la personne qui est en difficulté et puis trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas d'impact pour elle et surtout aussi pour les autres et l'entreprise. Malheureusement, des fois, on a tous été confrontés à des situations où, malheureusement, malgré notre prise en charge, et des fois aussi c'est parce qu'on n'a pas pris la situation de façon assez précoce, on arrive dans des situations qui n'évoluent pas. Et là, je pense que la sanction devient thérapeutique. Mais je note aussi quand on fait le règlement intérieur ou les notes de service pour les plus petites entreprises, il est important aussi de noter les conséquences que chaque acte peut avoir. Parce que des fois, on oublie de noter les sanctions. Et du coup, la gestion est un peu individuelle et je pense que ça crée quelques problématiques aussi. Donc, dans les procédures et les protocoles qu'on met en place, j'insiste aussi pour noter les sanctions qui peuvent être engendrées par un comportement, un mauvais comportement d'un salarié. Mais j'espère rester à la prévention, mais malheureusement, effectivement, parfois la sanction est nécessaire et ça, on ne peut pas y couper. C'est un élément vraiment important, c'est-à-dire que nous, les médecins du travail, évidemment, on ne poussera pas les employeurs vers la sanction. Par contre, le rappel à la réalité, il est vraiment essentiel. C'est un sujet qu'on pourrait creuser pendant des heures, mais par rapport aux conduites addictives, il y a toute la problématique du déni. En face de vous, vous pouvez avoir un salarié que vous avez pris à l'amende, ils sont une odeur qui laisse aucun doute, il y a eu une série de comportements, et pourtant, quand on essaie d'en parler avec lui, on se heurte à un mur. Et c'est même pas de la manipulation, c'est pas conscient. Et c'est là que le rappel à la réalité systématique va être très important. Quand quelqu'un arrive en retard, ça appelle une réaction si ça devient régulier. Quand quelqu'un ne se présente pas à son poste, quand on a été obligé de sortir quelqu'un de son poste, ça appelle à réaction. Sur le versant purement disciplinaire, moi je suis plus dans mon domaine, je suis pas juriste, je suis pas RH. Pour la santé, c'est toujours mieux de rester en emploi. Par contre, à un moment donné, malheureusement, effectivement, l'employeur, il reste légitime à poser la limite de ce qui est acceptable ou pas. Mais là aussi, ça se prépare. Parce qu'un autre enjeu, et les juristes qui nous écoutent, nous regardent, en témoigneront avec beaucoup plus d'expérience que moi, mais moi, ma notion, en tout cas, c'est que trop souvent, ce qui se passe, c'est que comme on ne réagit pas officiellement, on tolère, jusqu'à ce qu'il y en ait marre. Et là, on va dégainer tout de suite les sanctions les plus lourdes, le licenciement. Sauf que d'un point de vue purement juridique, si on n'a rien fait avant, s'il n'y a pas de trace, l'employeur, il peut vite être considéré comme étant en tort.
Donc, au-delà de l'enjeu du risque juridique pour l'employeur, moi, d'un point de vue médical, ce que je constate, c'est que tout ce qu'on arrive à formaliser, à officialiser, c'est des leviers essentiels pour l'équipe de soins pour lutter contre le déni et parvenir à mettre en place un vrai accompagnement du comportement addictif. Parce que sinon, avec plein de bonne volonté, plein de bienveillance, si on ne réagit pas, on envoie, qu'on le veuille ou pas, le signal à la personne, qui est peut-être en chute libre, que finalement, jusque-là, tout va bien, ça se gère. Et nous, derrière, pour le rattraper, on n'aura rien. Pareil, si on nous envoie un salarié sans nous donner de contexte, on ne va pas commencer à le traiter de menteur, hein. Si j'ai rien de solide à me mettre sous la dent, j'ai pas de porte d'entrée pour aborder les choses sérieuses avec le salarié qu'on m'envoie en visite. C'est pourquoi c'est le message fort qu'on voulait envoyer. Enfin, j'ai pas, du coup, j'étais un petit peu absente, mais c'est vrai qu'il faut vraiment en parler, sensibiliser tout le monde, parce que c'est vrai que nous, enfin, c'est quelque chose qui se développe. Là, on disait, c'est souvent un sujet tabou, donc on voit que maintenant, ça commence un petit peu à évoluer, mais c'est souvent, la prise en charge est souvent tardive, car les gens n'ont pas voulu, on parle de délation, de choses comme ça, mais je pense que justement, il faut qu'on arrive à modifier ce type de jugement. De parler d'un problème n'est pas forcément... souvent, les personnes me disent, enfin les collègues me disent, ouais, il a déjà des problèmes, je ne vais pas en rajouter, tout ça. Mais justement, en parler permet souvent plus de l'aider, sachant que le déni fait partie quand même des symptômes, ces trucs du comportement et de ces conduites addictives. Plus on fait prendre conscience à la personne de ses difficultés et des conséquences de son comportement, plus il peut se remettre en question. Et puis la prise en charge, que ce soit médicale ou autre, est plus simple, parce qu'on arrive encore trop souvent dans des situations où la situation s'est enquistée et finalement, ce n'est plus la personne concernés ou responsables, c'est l'entourage qui est à bout. Et là, c'est plus compliqué de régler, de trouver des solutions pour améliorer la situation. Donc, les actions de sensibilisation, les échanges qu'on peut avoir sont vraiment essentiels, en complément, bien sûr, de toutes les procédures qui peuvent être écrites pour les situations officielles, mais vraies. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de transmettre comme message dans mes entreprises. Une autre question, Nathalie? Pas d'autres questions? Non? On va peut-être clore, il reste 5 minutes. Ouais. De toute façon, Ok. on va clore. Alors, déjà, on vous remercie de vous être connectés aussi nombreux à ce webinaire. Il y a un questionnaire en ligne qui va vous être transmis justement dans le chat par Nathalie. Donc, on vous remercie d'avance de prendre quelques instants pour y répondre. Il est très court, vous allez voir. Il y a juste 2 questions. Une première question, c'est pour mesurer votre degré de satisfaction. Ça fonctionne par un système d'étoiles. 1, c'est pas du tout satisfait ou très peu satisfait. Et le 5, c'est quand vous êtes satisfait. Et puis, il y a une autre question, c'est pour savoir un petit peu s'il y a des questions ou des points que vous auriez souhaité soit avoir approfondis ou abordés dans ce webinaire qui n'ont pas été du tout. Donc ça aussi, ça va nous aider, par exemple, pour les rencontres départementales. C'est des choses qu'on pourra aussi s'en saisir et pour développer le contenu de nos rencontres, hein, on s'en servira. Donc n'hésitez pas à renseigner ce questionnaire de satisfaction. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. On espère vous retrouver très nombreux aux rencontres départementales. Merci également à nos intervenants d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Et puis, nous vous souhaitons à tous une agréable journée. Merci.